Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame sur votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gros Titi pour la lecture, l'analyse, la présentation du nouveau supplément pour Warhammer Age of Sigmar, Thundia. Au début, perso, j'ai été assez mitigé de voir des nouveaux suppléments qui arrivent. On savait pas trop ce que ça allait être, justement à qui ça allait s'adresser. D'ailleurs, c'est même la question ultime pour tous ces suppléments qui arrivent sur les différents jeux de Game Workshop, année après année, à qui c'est destiné. Là, pour comprendre, en ce moment, au niveau justement d'Age of Sigmar, on est dans le royaume de Ghur, cette fameuse saison qui se joue dans ce royaume-là, avec justement des règles spécifiques et ainsi de suite. Et là, on est sur un add-on qui va nous permettre de rentrer encore plus profondément dans ce royaume. On va complètement éclipser le manuel général, parce que là, il va nous proposer du jeu narratif, du jeu en jeu égal, où pour le coup, quand on joue en jeu égal, il remplace le manuel général, mais pas que, puisqu'il y a une forme de compatibilité, puisque dedans, on va aussi retrouver un nouveau type d'unité, les incarnations, qui vont, eux, être jouables en jeu égal, et donc, justement, même dans plusieurs années. Et donc, mon Titi, tu vas nous parler justement du fluff, du contenu, en fait, de ce livre pour le jouer, mais avant tout, à qui c'est destiné ? Ouais, alors c'est une destination assez particulière. On a l'habitude de beaucoup parler compétitif en ce moment sur AOS. Là, c'est complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un complément du royaume de Ghur qui vous emmène dans une partie du royaume de Ghur qui est Thundia. Et du coup, c'est vraiment destiné à des gens qui vont vouloir évoluer dans ce monde-là via des campagnes ou des parties spécifiques en club ou avec des amis, etc. Puisqu'on a des très bonnes règles pour créer des personnages, on a des très bonnes règles de campagne, plein de scénarios à essayer pour suivre un peu cette évolution d'éveil de la bête qu'il y a. Et derrière, on a une petite partie qui va pouvoir rentrer un peu dans ce qu'on appelle le jeu égal ou slash compétitif ou équilibré, avec les incarnations qui sont tout à fait compatibles avec un jeu auquel on joue aujourd'hui, qu'on voit sur la chaîne et qu'on verra bientôt. Et après, il y a d'autres choses qui sont vraiment fun, un peu excentriques, et qui du coup nous plongent un peu dans l'ambiance de Thundia, mais qui sont clairement complètement déséquilibrés. Donc il faut plutôt s'attendre à vouloir prendre du plaisir si vous êtes fan de Jurassic Park, des gros monstres avec de King Kong et tout, c'est vraiment très sympa. Pour résumer de façon factuelle ce qu'on va retrouver dedans, on va avoir justement la création de nouveaux personnages. Là, c'est du jeu narratif. Ouais, donc vraiment, pour le coup, si jamais vous êtes un joueur où il y a le sens de la méritocratie, on va dire, de la game, et une partie intellectuelle et pas que jeter des dés, sans pour autant juger cette partie-là, alors ça va être la partie jeu narratif. Là où finalement on va avoir du vrai jeu égal, c'est-à-dire que cette figurine a été d'un War Scroll, d'un nouveau mécanisme qui sont les incarnations, où là pour le coup, justement, on pourrait intégrer ça à une liste qui soit compétitive, et on n'a pas même moyen de l'interdire finalement en tournoi, parce qu'on est dans cette saison-là. Pour conclure, on n'a pas besoin, pour jouer ça, d'utiliser le supplément Thundia. Le War Scroll y est dans ce livre, mais en tout cas, on n'a pas besoin de jouer avec ce supplément-là. Là où finalement le bas blesse un petit peu pour moi, c'est qu'on va avoir une partie finalement match play, et que même au sein de ce match play, on va avoir des règles un petit peu what the fuck, le fait de devoir mettre un monstre au centre de la table, et finalement celui-ci va être contrôlé par un des deux joueurs. Et donc on va avoir, même si on est en jeu égal, pas du tout un jeu égal. Non, on retrouve un peu un jeu qui est complètement, très déséquilibré, avec des règles un peu maison, qu'on pourrait dire, c'est quasiment des règles que vous pourriez écrire avec votre pote, entre guillemets, pour faire une partie. Ça, c'est un peu spécial, parce qu'on va acheter un dé, chacun va pouvoir mettre un monstre qu'il veut, il n'y a pas vraiment de précision sur le nombre de points, etc. Ça peut être n'importe quel monstre du jeu, même ceux qui sont montés, genre soit Archaon ou machin. Ça, c'est vraiment très très spécial, avec en plus, on choisit pas qui le contrôle, c'est vraiment spé, ça, pour le coup. En fait, disons que c'est surtout que ça n'a rien à faire en jeu égal. C'est après que c'est complètement justifiable en jeu narratif, parce qu'encore une fois, quand on fait de la narration, on va où on veut, on est là pour vivre une aventure et c'est génial. Mais justement, c'est ce chapitre jeu égal qui est un petit peu paradoxal. Pour maintenant rentrer justement dans le dur de ce supplément et donc de ce qu'il contient, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du fluff, où est-ce que le lore se place et comment est-ce qu'il le justifie ? Alors, on avait, dans le manuel général du coup 2021, on avait une première place du coup de ce qui était Ghur. Donc, on rentre un peu plus dans ce continent qui est assez spécial, qui est très vivant. C'est-à-dire qu'on a des montagnes qui mangent des montagnes, des marécages qui se créent. C'est vraiment une terre qui vit, avec évidemment qui est peuplée par des monstres hyper sauvages et qui est habitée par ce qu'on appelle un peu l'esprit de la bête, qui s'incarne un peu en chacun de nous. Voilà, donc on devient un peu plus énervé, un peu plus sauvage, c'est difficile de se maîtriser parfois. Et du coup, on avait un premier aperçu de Thundia, qu'on décrivait comme la partie où avait réussi à s'implanter un peu les premières colonies des factions de l'ordre, parce qu'évidemment, c'est un royaume qui est très de destruction au départ. Et du coup, il y avait les premières villes qui étaient un peu là, et du coup, Thundia était un peu le côté un peu calme de ce royaume-là. Tu voyais des petits cabanons qui en fait étaient des toilettes. Et du coup, là, on plonge vraiment dans Thundia pur,
où ça devient un peu chelou, un peu bizarre, parce qu'il y a cette espèce d'éveil de la bête qui, on va dire, monte. C'est-à-dire que vous avez, ça se passe sous plusieurs formes qui sont assez sympas, parce qu'on voit les différentes factions qui rédigent un peu des messages d'alerte auprès des autres royaumes en disant alors il y a des trucs chelous, il y a des humains qui commencent un peu à se transformer, donc on a ce côté un peu homme bestial un peu qui revient, donc ça c'est cool parce que ça suit un peu le White Dwarf des hommes bêtes qui reviennent un peu en force chez Game Workshop. Donc vous avez par exemple des alertes et des choses au niveau de la loi des peuples Sigmar qui disent alors si vous commencez à avoir les dents qui poussent et un peu trop de poils sur le dos, vous faites des cauchemars, vous avez avec des bestioles et tout, faut absolument vous rendre auprès des autorités. Donc ça c'est vraiment le côté assez sympa parce que c'est très immersif. Et après, vous avez le côté où tous les peuples sont touchés. C'est-à-dire que vous avez les orques qui commencent à devenir évidemment dans leur tête, ils ont des visions, ils entendent un martèlement, un tambour de guerre en permanence dans leur tête qui les appelle à un certain endroit. Vous avez évidemment les Allos de Sigmar qui se pointent avec évidemment Indrasta qui est la chasseresse en chef de Sigmar qui se dit, qui est envoyé par Sigmar parce qu'il sait pas trop ce qui se passe, mais il y a un truc qui va pas. Et du coup, on découvre aussi beaucoup plus les Cruel Boys, qui étaient pourtant un peu absents des premières pages de Fluff, et qui là arrivent en étant vraiment une faction très implantée sur Tondia, qui essaie de tout transformer dans des aspects marécageux, et qui profite pas mal de ces aspects-là, et qui se battent du coup contre les fils de Sigmar, etc. Et ensuite, l'apothéose un peu de ce Fluff, et je vous laisserai découvrir la fin, qui est plutôt sympa, c'est on a un croisement du coup de ces trois armées-là, donc les hommes bêtes, les Cruel Boys. ça finit un peu comme ça. Et du coup, les fils de Sigmar qui sont menés par Indrasta, qui se rejoignent en un point commun, qui est Krondeshin, qui est une espèce de la plus grosse montagne de Tondia, où est normalement incarné par un ancien esprit de la bête qui était mi-loup, mi-serpent et Romiros derrière, qui est enterré là, et qui du coup, il y a un certain... Tous les signes appellent à cet endroit-là. Et a priori, c'est peut-être l'endroit où il y aura du coup des grosses bastons. Donc c'est assez cool parce qu'on adore les fluffs où il y a ce côté où vous avez les seigneurs de guerre orques qui se parlent tout seuls et qui pensent qu'ils vont devenir les dieux et tout. Enfin, c'est vraiment trop cool. Et du coup, il y a ce côté où l'incarnation du coup arrive à cet endroit-là. Et du coup, c'est l'éveil de la bête. On ne sait pas encore trop pourquoi. Est-ce que c'est l'arrivée de Kranios qui fait que, en tant que dieu de la destruction, il a réveillé tout le continent de Gur qui s'éveille, et particulièrement Tondia qui est l'épicentre de cet événement-là, ou si c'est quelque chose d'un peu plus profond qui est propre à Gur mais pas propre à Kranios. Mais en tout cas, c'est vraiment, je dirais, l'apothéose du royaume de Gur qui se passe à ce moment-là, où tous les royaumes sont centrés sur ça. On a des petits mots sur les Caradons, sur les Luminettes, etc., qui sont tous, qui ont un peu peur. Vous avez qui deviennent un peu fous. Vous avez par exemple toutes les bêtes de Sigmar qui deviennent complètement folles, genre les Griffhounds, etc., qui accompagnent les Lords Célestants, par exemple, qui pètent des plombs et qui sont incontrôlables. Donc du coup, il y a vraiment toute une ambiance assez cool, assez anxiogène de comprendre et de sauvagerie qui imprègne tout le monde, même du coup les fils de Sigmar. Donc c'est vraiment sympa. C'est au côté très... Si, je te le dis, tu m'accueillis. Non, honnêtement, je suis content déjà que tu présentes pour la première fois sur un Codex Review ce genre d'ouvrage en fait. Et vraiment, tu m'as emmené avec ton frère. Franchement, bravo, je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce dans commentaire à lui dire qu'il a fait kiffer. Franchement, c'était génial. Ouais, je connais pas trop le fluff mais là je me suis plongé dedans et moi j'adore cet aspect sauvagerie. Il est vraiment vraiment cool. D'accord. Tu sais quoi, on va partir côté capitaliste parce que je pense que c'est une bonne transition pour bien casser cette immersion. Plus sérieusement, donc non parce que vraiment, je pense que moi tu m'as emmené. Juste pour expliquer un petit peu, encore une fois, là on est sur une boîte. Personnellement, au début, je l'ai critiqué en me disant mais attends, je comprends pas. On est sur la saison de Gur, ils nous sortent une boîte, elle est quand même à 175 € prix Game Workshop pour pouvoir jouer cette incarnation. C'est un petit peu abusé. Il n'y a pas d'alternative. Hein. Exactement. On peut pas l'avoir toute seule à côté, ce qui est très dommage. T'as vu, on est loin du fluff là. Mais en tout cas, finalement, moi, je me suis réconcilié avec justement cette boîte puisque en gros. Ce livre, c'est si jamais vous voulez le jouer. Derrière, via l'application ou via cette vidéo, vous allez avoir de toute façon le War Scroll pour pouvoir la jouer. Donc finalement, si vous n'êtes pas un joueur narratif ou si vous voulez pas jouer avec le supplément Tundia, mais vous voulez rester en Gur avec le manuel général, vous n'avez pas besoin de ce livre. On va le voir aujourd'hui. Mais déjà pour parler de cette boîte de décor, qui est la seule façon justement d'avoir ça, en fait, comme on l'a dit, ça c'est un War Scroll, c'est-à-dire que c'est une fiche d'unité qui sera jouable quel que soit le royaume. Et donc en fait finalement, si vous aimez ces décors, vous pouvez très bien acheter cette boîte, c'est un coût, 175 €, mais derrière vous avez quasiment une table dessus, en tout cas une demi-table en termes de planches, mais vous avez un nombre de décors qu'il faut arrêter est cohérent sur AOS pour pouvoir justement alimenter une table complète. Donc si vous les aimez, vous pouvez y aller et ça sera finalement intelligent et pérenne dans le temps comme achat pour faire sa table et avoir son incantation. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce livre, mais on va le découvrir aujourd'hui. Ouais, pour des groupes de joueurs ou des clubs, c'est peut-être un bon achat. Peut-être en solo, je trouve ça effectivement un peu cher. Peut-être attendre qu'ils sortent des boîtes d'incarnation avec d'autres incarnations. On verra après quand on conclura. Mais c'est vrai que c'est un peu des décors qui sont recyclés. C'est sympa parce qu'il y en a de plusieurs factions différentes qu'on retrouve. Ce qui est propre pour le coup à Tundia où il y a plusieurs enclaves de toutes les nations.
Donc ça permet de créer une certaine ambiance, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu cher pour le coup, pour juste, si on a juste envie d'essayer le royaume, bon c'est quand même un peu cher payé. Au niveau de la découpe de cette vidéo, là on va commencer tout simplement par découvrir l'incarnation, puisque finalement l'inclusion de cette figurine dans sa liste d'armées est jouable en narratif, en matchplay ou dans tous les styles de jeu qu'on va décrire ici. Et donc on va commencer par décrire ce nouveau mécanisme d'incarnation. En gros, déjà la première chose, c'est que cette figurine là, on la découvre ici, elle est de type Behemoth, elle coûte 400 points et elle est individuelle et bien évidemment unique. Ensuite, au niveau des mécanismes, on va découvrir le fait d'être relié. Une incarnation doit être reliée à un héros de l'armée dont elle fait partie. Un héros ne pourra être relié dans le futur, parce que là il est unique justement qu'à une seule incarnation. Cette figurine fait partie de sa liste, c'est-à-dire que vraiment, c'est nous qui allons la contrôler, et on va pouvoir interagir avec elle, vraiment comme si c'était une figurine, même plus qu'alliée finalement, parce qu'on va voir au niveau de son War Scroll, qu'elle va avoir des mécanismes de jeu qui vont même nous buff nous. Pareil, au niveau de ses mots-clés, elle est monstre, ça veut dire qu'elle va compter pour 5 sur un objectif. Ouais. Donc on va vraiment être capable de jouer avec et donc de gagner et de perdre des parties, donc au score, grâce à elle. Ça va surtout nous permettre de découvrir aussi une nouvelle règle, c'est l'aspect sauvage. En gros, c'est tout simplement le fait, à partir du moment où le héros qui est connecté à elle meurt, alors on va appliquer la règle d'aspect sauvage par rapport à elle. En gros, ça veut dire qu'à partir du moment où on applique cette fameuse règle justement d'aspect sauvage, on n'est plus considéré comme un allié. Ça veut dire qu'on la contrôle toujours au sein de sa liste, puisqu'on reste le général, on l'a payé en euros, mais qu'à côté de ça, on ne bénéficie plus des buffs. Donc on ne peut pas se faire attaquer. Je pense que c'est important aussi de le dire par rapport à ça. Le fait est qu'elle, à partir du moment où elle n'est plus connectée à son personnage, elle va s'enrager et elle va avoir d'autres règles. On passe donc du côté du War Scroll juste pour comprendre. En gros, ajouter 1 au jet de touche pour les attaques de cette incarnation tant qu'elle est sous aspect sauvage. Cette incarnation pourra alors courir et charger. Et si cette incarnation est sous aspect sauvage et à 12 pouces ou moins d'unité sort persistant au début de la phase de charge, elle devra alors tenter une charge pour aller manger ce fameux sort persistant. Donc déjà, c'est la première chose au niveau des mécanismes de règles. Elle est connectée à un petit gars et c'est ça qui est rigolo. On va pouvoir se dire, moi je la joue pour les buffs amis, et donc je vais mettre un gros perso que je ne vais pas exposer, ou alors au contraire, je vais le mettre sur un perso de merde, il va se suicider, et là je vais libérer le Kraken quelque part. Et donc c'est assez cool pour cette partie-là de la règle. Ensuite, on va avoir aussi l'état de l'incarnation, puisqu'en fait cette figurine ne dispose pas d'un nombre de points de vie. Elle va avoir au lieu de ça un niveau, c'est-à-dire qu'elle va commencer la partie niveau 2, dépendamment de ce qu'elle fait. À la fin de la phase de déroute, elle va monter ou descendre de niveau. Et en fait, en gros, elle a tout le temps les mêmes règles, sauf que quand elle monte de niveau, elle a son aire d'effet qui justement augmente. Si elle baisse en niveau, elle diminue. Et pour être finalement tuée, il faut tout simplement la faire passer niveau 0. Donc finalement, si vraiment on fait de la merde, ça peut quand même aller assez vite. Donc pour comprendre comment est-ce que justement va se faire ce changement de niveau, à la phase de déroute, si une ou plusieurs blessures ont été allouées à une incarnation, le joueur qui la commande va alors jeter 3d6. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de blessures allouées, alors le niveau sera réduit de 1. Par rapport aux différentes règles, une incarnation est traitée comme ayant une caractéristique de blessure de 18 ou plus en termes de règles, ainsi que pour déterminer si elle est tuée. Il est précisé aussi que pour tous les mécanismes qui permettent de retirer une figurine du jeu, là c'est un petit peu comme les Sons of Behemoth, ça ne marche pas. Plutôt que de perdre un nombre de PV, là elle baisse tout simplement de niveau. Ensuite, pour savoir justement comment est-ce qu'elle va monter de niveau, là on sort des règles génériques, ça va vraiment dépendre d'elle. Donc c'est-à-dire que si demain ils en refont d'autres, finalement le fait de monter de niveau, ça sera incarnation dépendante, ce qui est plutôt positif. En l'occurrence, celle-ci, si jamais elle veut monter de niveau, elle va tout simplement à la phase de charge, en tout cas charger justement un sort persistant, c'est-à-dire le croquer, le manger, c'est une aptitude de monstre qu'on connaît aujourd'hui, ou alors tout simplement tuer un monstre. Donc maintenant qu'on a compris comment justement allaient fonctionner ces mécanismes d'incantation, on va pouvoir se focaliser un petit peu plus justement sur l'incarnation de la Chrondéchine de Gur. Nous ici on va l'appeler la figurine. Donc on le rappelle, 400 points, ça ne te suce pas ton quota d'alliés. Non, ça c'est intéressant. Ce qui est plutôt bien. Elle va bouger de 12. Quand le héros qui la contrôle meurt, on l'a dit tout à l'heure, elle va pouvoir... Avant ses charges, en effet, elle va avoir une caractéristique de bravoure de 10 et une sauvegarde à 4. Au niveau de sa ligne d'attaque, à 1 pouce de range, elle va faire quand même 6 attaques en 3+, moins de 2. Et à 2 pouces, une attaque en 3+2+, moins 3, 4. C'est pas ouf. C'est OK. Voilà, pour 400 points. Pour 400 points, c'est assez cher. Ça fait pas des dégâts incroyables. Mais bon, en fait, ça va bien avec tout le reste de son War Scroll qu'on va voir là. Déjà, on l'a dit, c'est pas tuable. Mais il faut quand même, à minimum, 2 phases de déroute pour la faire baisser de niveau. On va jeter 3D. Il faut savoir que la moyenne avec 3D, c'est 10,5. Ça veut dire que globalement, il faut lui faire 11 blessures quand même, pour être en tout cas un petit peu près stable, pour justement lui faire perdre un niveau. C'est que donc quand même 22 blessures réparties sur 2 tours, pour penser pouvoir la sortir de façon stable. Ensuite, elle a une capacité de létalité qui est moyenne, mais c'est surtout pour ses aptitudes que ça va être intéressant. Elle va avoir l'aptitude reliée.
Cette incarnation ne peut recevoir des ordres donnés que par le héros à laquelle elle est reliée. On le rappelle, si c'est un héros basique, l'ordre, donc on va parler justement, c'est l'attaque en règle, ça va se donner à 12 pouces. Si c'est le général, ça va se donner à 18 pouces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle, justement, dépendamment de son niveau, elle va avoir justement une portée de domination, c'est-à-dire une bulle autour d'elle. En l'occurrence, quand elle est niveau 2, ça va être 10 pouces. Quand elle est niveau justement 3, c'est 12. Et quand elle est niveau Et le 1, socle est énorme. Hein, exactement. Donc c'est quand même finalement un rayon de quasiment 20 ou 24 pouces, c'est quand même énorme. Et en gros, à partir du moment où le personnage qui la contrôle lui donne l'ordre attaque en règle, donc l'ordre qui lui permet justement de lui donner plus 1 pour toucher, ici, si jamais on a une unité amie qui est dans son aire et qui est à 3 pouces d'unité ennemie, va aussi bénéficier justement de ce plus 1 pour toucher. Ça concerne autant d'unités qu'on veut. Donc finalement, c'est quand même énormément de PC gratos à 24 pouces potentiel de cette figurine. Ouais, ça ressemble à la règle un peu des Zoruk qui ont ce côté de je lance une fois et je peux le démultiplier 3 fois mon ordre. Et c'est déjà une aptitude qui est hyper forte. Et là, en plus, c'est toutes les unités dans un rayon. Donc si on commence à avoir beaucoup d'unités au combat et ça qui prend un attaque en règle, ça fait plus 1 pour toucher sur ça peut être quasiment sur toute l'armée avec le rayon. C'est pas mauvais quand même. Pour revenir à ça, donc en fait, il faut imaginer que surtout quand on lit son profil d'attaque, elle sera tout le temps en fait sous attaque en règle finalement, parce qu'en fait à partir du moment où tu le sais, ça va être un PC par tour en disant on le sait, je ne vais pas faire autre chose que le plus 1 pour toucher. Ouais, ça fait partie de la construction de la liste entre guillemets. Et donc s'ils attaquent en 2+, 3+, moins 2, 2 et une attaque en 2+, 2+, moins 3, 4, c'est plus du tout la même lecture. Non, c'est ok, c'est une bonne, c'est ok pour 400 points. Du coup, on va beaucoup craindre le côté. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut tuer des monstres pour monter de niveau, et du coup, on va beaucoup craindre le rugissement qui va nous empêcher en fait de recevoir cet ordre-là d'attaque en règle. Du coup, ça c'est un petit peu dommageable. Voilà. Donc, on va peut-être essayer de chercher les sorts persistants. Donc, on va dire que s'il n'y a pas de sorts persistants en face et qu'il n'y a que des monstres, on va peut-être devoir aller choisir nos cibles et ça c'est un peu problématique. Voilà. Au niveau des autres aptitudes, on va avoir la sauvagerie enflammée. Les effets suivants s'appliquent à toutes les unités entièrement à portée de domination de cette incarnation. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que là, il faut faire attention aux mots que Game Workshop a choisis. Le joueur commandant l'unité peut relancer les jets de course et de charge pour l'unité. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on est niveau 1, ça sera 8 pouces de lui, ou alors tout simplement 10 pouces, niveau 2, 12 pouces, niveau 3. Donc en fait, ça veut dire quand même que globalement, sans PC là pour le coup, toute son armée, en tout cas 24 pouces autour de lui, c'est relance des charges et relance des courses, c'est comme une bonne règle. Ce qui est plutôt très bon. L'unité ne peut pas se replier. Là pour le coup c'est l'unité, ça veut dire en tout cas en français ami et ennemi. Exactement, c'est très fluff, on en reviendra après sur le côté fluff du Wartroll, mais c'est très fluff pour le coup. Et ensuite, si l'unité est un sorcier qui n'est pas relié à cette incarnation, encore une fois, ami ou ennemi, ce serait un au jet de lancement de conjuration et de dissipation pour le sorcier. Ouais, ce qui est plutôt cool. Ensuite, on va avoir l'aptitude prédateur ésotérique, puisque à votre phase de charge, si cette incarnation est à 12 pouces d'un sort persistant qui a été convoqué par un sorcier ennemi, donc la petite doléance, on ne peut pas le faire avec un sort ami, ça aurait été cool de dire je prends le sort persistant, c'est le moins cher, et je m'en sers justement soit comme d'un tremplin, tricks de jeu, donc déjà ça va dire que cette figurine apportait une saveur un petit peu différente, mais si elle finit ce mouvement de charge à un demi-pouce d'une figurine ennemie ou justement d'un sort persistant ennemi, alors elle va pouvoir tenter justement cette fureur monstrueuse dévorer un sort persistant. En gros, si un sort persistant est à 3 pouces d'elle, elle va pouvoir jeter 2d6, et si c'est supérieur à la valeur de lancement pour invoquer justement ce sort-là, elle va le croquer, il va disparaître et surtout elle va gagner un putain de niveau. Ce qui est du coup très fort avec une figurine qui ne peut pas mourir en soi. Parce que du coup, si on arrive... Et ce qui est assez cool, c'est que ce mécanisme un peu, il faut quand même faire attention quand on est en face, parce que du coup, ça lui donne une portée de charge beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, moi je vais me mettre à plus de telle distance, et puis après je vais mettre mes portails, ou mon pont, ou mon life swarm, ou ce genre de choses. Et puis en fait, elle va le charger. En fait, on se dit, bon, ok, c'est pas grave, elle va le manger. Oui, mais elle peut aussi faire son mouvement d'engagement, et puis venir contacter une unité, et puis d'un seul coup on se retrouve bloqué. Par exemple, vous faites ça, je sais pas, sur des luminettes, clac, et puis vous cliquez les 30 archers, puis tu dis, voilà, tes 30 archers vont tirer dans un truc que tu peux pas tuer. Yes, faut juste expliquer aussi, donc, en fait, en gros, donc, on va, comme tu le dis, charger. Là, à la fin de la phase de charge, on fait son action monstrueuse. Et après, on a chargé. Et donc, en fait, comme on a chargé, on est éligible à s'activer, et quand on s'active, on fait 3 pouces de mise en contact. Vers l'ennemi le plus proche, voilà. Exactement. Là, on a une range de 2. Donc déjà, ça veut dire qu'à 5 pouces potentiels, on peut mettre une tatane de dégâts 4, mais c'est même pas que ça. C'est en effet, à partir du moment où finalement, on rentre dans un air de 3 pouces des figurines ennemies, on est considéré comme étant engagé, et que grâce à l'aptitude sauvagerie enflammée qu'on a vue tout à l'heure, l'unité ne pourra pas se replier. Pas se replier, on va pouvoir trixer notre attaque en règle, etc. etc. Donc il y a quand même un côté assez sympa et un peu dangereux. C'est-à-dire que même dans des games, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de sorts persistants dans le méta, on va dire même compétitif et tout. C'est-à-dire que quasiment une mise sur deux, dès qu'on a un sorcier, on en inclut un, parce qu'il y en a quand même des très bons ou des accessoires, mais qui sont ok.
Du coup, finalement, bah, aujourd'hui, elle a sa place dans un jeu où on en joue quand même pas mal. Donc finalement, elle va quand même faire attention quand on place son truc, on dit bah tiens, je mets ça, je vais lancer mon portail, c'est sympa. Puis ça peut vite se retourner contre nous, quoi. C'est-à-dire, oh là, il y a le machin niveau 3 qui vient me sauter dessus, je peux pas m'en aller, je dois prendre 3 phases de close pour sortir de ce truc-là. Si je dévisse un peu, bah hop, je la tue jamais, donc en fait, elle baisse pas de niveau. Si je lance un sort persistant à côté d'elle, hop, elle peut le manger. Et... Enfin, ça peut être long, hein, quand même. Hein. Donc, il y a un côté cool, parce que c'est... Et en plus, le Warcraft, moi, ce que j'aime bien, c'est que toutes les règles sont hyper fluff. On est relié parce que c'est le personnage qui a réussi à dompter, finalement, l'entité de Gur en Tondia. Parce que moi, sur le rapport de bataille qu'on va faire, tu sais que c'est moi qui fais le jouer. Bien sûr. Donc j'ai réussi à dompter ça. À côté de Pride et de Gros Kitty, qui sont quand même des joueurs expérimentés, le seul qui a réussi à l'avoir, c'est moi. Qui a le côté fluff, c'est-à-dire qu'il a réussi à le dompter. Entre guillemets, on a deux options, soit on cherche un mec, un petit héros, et on va le suicider, puis elle va se libérer, et du coup, bah, c'est fluff aussi, c'est le côté, bah, finalement, c'est la vraie entité de Gur qui se vénère sur le champ de bataille, qui est plus forte, mais qui est moins contrôlable. Et après, il y a ce côté bah, aussi de manger les sorts, de se libérer, d'être puissante au combat, de aussi empêcher les autres de se replier. C'est-à-dire, on est habité par la sauvagerie. Et ça, on le retrouve dans les pages de fluff. Vous avez même bah, les os de Sigmar qui arrivent plus à s'arrêter, qui font un peu des carnages, qui machin. Donc, c'est vraiment assez cool. Et pour le coup, ça s'applique aux deux. Et donc, bah, il y a aussi ce malus, mais du coup, bah, nous, on peut construire notre liste en pensant à ça aussi, de dire, bah, si j'empêche tout le monde de se replier, bah, il faut que j'ai ce tel type d'unité, etc. C'est assez cool. Yes, qu'est-ce que tu penses de ces 400 points, finalement? Alors, on peut dire que c'est assez cher, parce que quand on va transposer ça dans les armées, on va souvent vouloir prendre autre chose. Voilà, un autre monstre, un Mokrocha, un Masterog, des choses comme ça. Au premier abord, on se dit, il y a un côté fluff, je le prends dans la destruction. Mais finalement, on peut penser à plein d'armées qui pourraient pourquoi pas le jouer. Pourquoi les Os de Nurgle, des Cruel Boys, des unités qui ont peut-être besoin d'un peu de force de corps à corps, mais on cherche aussi peut-être à avoir des forces de projection. C'est quand même très agressif. Il y a le côté je lance des charges, j'avance, j'empêche les gens de se replier, j'agresse l'ennemi, etc. Donc moi je le vois bien avec des forces, bah, typiquement d'orques, peut-être les orques sauvages sur cochon, ce genre de choses, qui en mouvement pré-game, qui avancent, qui courent, qui chargent à travers la table et tout. Ça peut être très sympa. Des Zrooks où il y a quand même beaucoup de tricks de mouvement, où on charge très vite, donc on va empêcher les gens de se replier et tout. Ça peut être très sympa aussi, je trouve qu'elle va bien avec. Ça va aussi baisser un peu les sorciers adverses, donc toutes les armées qui ont peu de magie, dire bah tiens je vais mettre Mamokrocha qui a dompté l'entité de Gur, j'avance avec les deux, ça fait une espèce de rush, c'est vraiment sympa. Voilà, il y a quelques petites options, peut-être celles auxquelles j'ai pas pensé, mais plutôt des armées quand même agressives. Mais pourquoi pas des Sous-Blight avec des dragons de sang, pourquoi pas des Masterok qui se diraient bah plutôt qu'avoir un Masterok je prends ça à la place. Pas mal quand même, j'empêche les gens de se replier, je baisse la magie ennemie. Bon, je mange les sorts persistants, c'est peut-être des choses des fois qui sont très dommageables. On a par exemple les chaînes qui nous empêchent de nous déplacer, ce genre de choses, bah, ça permet de les manger quasiment facilement. C'est des sorts qui ont peu de valeur, mais quand on n'a pas de sorcier, ça nous mange une action héroïque. Bon, bah là, c'est quasiment gratos. Alors, je suis d'accord qu'il est un peu cher à 400 points, mais c'est vrai qu'il aura plein de on parle même justement des Fairslayer qui sont sortis que dernièrement. Tu te dis, bah attends, je mets un Magmadrot qui bah, justement sur une phase entière va être insensible à 3, et ainsi de suite. Vas-y, mon gars. Moi, j'y vais avec les deux. De toute façon, tu ne pourras pas te désengager. Ouais. Donc, finalement, je me protège. Moi, je charge à gauche en faisant un refus de plan. Elle, je la mets à droite. De toute façon, tu ne pourras pas me réimpacter derrière. Ouais. Il y a quand même vachement de trucs à faire. Et il y a le côté d'un gros socle qui ne peut pas mourir. Et ça, c'est pour le coup très très fort en termes de stratégie. Bah, c'est le côté un peu Moratti-like. C'est-à-dire que j'arrive et je ne peux pas crever en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas me tuer. Il te faut forcément 2 phases successives minimum. En plus, regarde, ça bouge vachement. Regarde, elle bouge encore. Elle peut faire un petit... Mais voilà, il y a ce côté aussi bloquant qu'il faut vraiment prendre en compte et qui, pour le coup, se justifie un peu dans son coup en point. Parce que quelque chose qui peut pas être tué, bah, entre guillemets, ça peut charger Archaon et le tenir pendant un tour. Bah, des fois, ça vaut 400 points de faire ça. Hein. Et en plus, bah, faut pas dévisser. Donc l'autre, il va essayer de se buffer. C'est quand même un monstre. Enfin, il apporte quand même un peu des petits trucs. Donc finalement, est-ce que c'est plutôt bien costé ou pas? J'avoue que j'ai pas pu faire de partie encore avec. On va le découvrir la semaine prochaine. Mais en tout cas, je trouve ça sympathique. C'est très frais. Et surtout, on a très envie d'en voir d'autres, en fait, des incarnations. Avec ils sont peut-être tous à peu près dans ce courant point-là. Et on a envie d'en voir d'autres parce que c'est un nouveau type d'unité. On vient de vous présenter l'incarnation, ses mécanismes de jeu. Cette partie-là, on va dire, c'était celle qu'on pouvait appliquer aux jeux narratifs, aux jeux libres, aux jeux de base, enfin à tous les types de jeux. Ouais. Donc clairement, si jamais vous êtes un compétiteur, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, puisque finalement ça, c'est intégrable dans n'importe laquelle de vos listes. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Là maintenant, on va parler justement des règles de base, c'est-à-dire à partir du moment où on veut utiliser le supplément Tondia. Ouais. C'est moins équilibré. Ce qui est intéressant, c'est règles de royaume. Là, ça va remplacer le manuel du général, mais on va retrouver pas mal justement de choses communes, notamment justement région de guerre Tondia, la magie du royaume, le fait que tous les sorciers connaissent le sort métamorphose qui passe sur du 5 et qui permet tout simplement aux héros de se transformer en monstre au regard justement des différentes aptitudes que ça va lui octroyer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît du royaume de Gur. Ensuite, on va avoir le décret du royaume rugissement prénitif, c'est l'aptitude de monstre qui nous permet tout simplement d'être considéré comme étant plein potentiel en termes de palier dégressif. Donc ça, pareil,
on le connaît. On va ensuite avoir autochtone monstrueux. Et c'est là où... c'est l'explosion de saveur. C'est là où malheureusement ça va partir en sgeg en termes d'équilibrage. Ah ouais, là, Puisque après avoir disposé les champs de bataille, mais avant d'avoir assigné les territoires, les joueurs tirent au dé. Le gagnant peut placer un monstre à 3 pouces du centre de bataille. Cette figurine est désignée comme étant un autochtone monstrueux et on peut choisir n'importe quel monstre de n'importe quelle faction. C'est un gars du coin. Mais en fait, c'est en soi très fun parce qu'il raconte Tundia, quand les armées elles avancent, en fait, sur le chemin, ils disent qu'ils croisent des troupeaux de Masterrock, des nuées de givre, des monstres tous plus chauds les uns que l'autre. Il y a tout un bestiaire au début, des trucs les plus communs que vous croisez en Tundia. Ça donne pas envie de partir en vacances. Mais du coup, là, durant les games, c'est vrai qu'on va pouvoir mettre tout et n'importe quoi au milieu. Il y a un truc assez cool, c'est qu'ils ont précisé qu'on pouvait, elle, la mettre aussi et qu'elle était en sauvage. Donc, finalement, si vous avez la boîte, vous pouvez dire on fait des parties en Tundia et on met l'incarnation au milieu, comme ça personne ne la joue, mais elle est quand même active et on voit ce que ça fait. Bon, ça c'est peut-être une option qui est peut-être la plus équilibrée si on choisit ça. Pour expliquer, en gros, c'est au début de chaque round de bataille, avant de déterminer qui a la priorité, les joueurs tirent au dé, et à ce round de bataille, le gagnant qui tire au dé, justement, lui, va pouvoir la piloter. Ouais, ce qui est un peu triste parce que du coup, vous pouvez piloter le monstre pendant toute la partie. Parce que, entre guillemets, à chaque round, donc c'est les 2 tours de jeu, vous allez pouvoir dire, on jette le dé, si je gagne 5 fois, c'est moi qui le contrôle 5 tours de suite, et toi tu le contrôles pas, en fait. Ok, du coup, qu'est-ce qu'il y a de plus aléatoire? Ça aurait été stylé que ça soit ne serait-ce qu'alterné. En fait, que ça soit acté comme alterné, puisqu'en fait, au moins, tu avais une lecture, même si c'est fun. Je pense que tu peux aller chercher du fun par autre chose que putain, je vais avoir 700 points qui va me tâtonner le fion en faisant tout simplement des scénarios asymétriques, ce genre de choses. Voilà, c'est un petit peu là où tu peux le tuer, ça va te donner un point de monstre parce que c'est l'autre qui le contrôle, il y a ce côté-là. Donc, si finalement on suit un côté. Il y a un côté qui peut être sympa, c'est le côté en mode campagne. Pourquoi? Parce qu'on va alterner dans les différentes zones et régions de Tundia, qui sont le désert, le côté près de la mer gelée, les marécages, etc. Et finalement, si on a une belle collection, on peut se dire, tiens, on va mettre un monstre thématique à chaque fois, un Trogoth, un méga gargante, un truc comme ça, et ça va donner une vraie atmosphère avec des tables un peu sympas à thème. Bon, c'est beaucoup de moyens, mais des gens on sait qu'il y a quand même des hobbyistes et qui veulent faire des trucs cool. Ils peuvent se faire une petite truc chronologique comme ça, avec des thèmes Maintenant, si on se dit, ouais, on fait une partie complète en Tundia et tout, ça n'a pas de sens. On va prendre des trucs complètement pétés, ou alors on va prendre des tout petits monstres qui sont complètement inutiles parce qu'on se dit, je veux pas que c'est d'influence si je le contrôle pas. Par contre, je peux le tuer facilement, comme ça me fait gagner un point de gure. Et puis le machin, il est au milieu de la table, quoi. Enfin, du coup, c'est très équilibré. Il y a quand même des scénarios, on est très très proche, il y a un machin au milieu. Allez, on y... Ça peut donner des choses un peu violentes, des monstres qui chargent T1, enfin voilà. Et du coup, il y a aussi des gens qui vont dire, je vais tout miser sur le D6, je l'ai contrôlé, je vais te pulvériser avec des trucs ignobles. Voilà. Nous, on a décidé justement de le faire en faisant un 1 vs 1 vs 1, donc une partie à 3, parce qu'on sait très bien que le mec qui va le contrôler, il va se prendre les 2 autres en face. Bien sûr. C'est ça qui est sympa, c'est le côté, pour des campagnes, pour des parties comme ça, c'est top. Voilà. En tout cas, ça donne une petite saveur particulière. Yes. En tout cas, plus sérieusement, là, pour moi, la saveur, on va dire, qui va pas être asymétrique au niveau justement de la partie, ça va être aussi les règles de terrain. Puisque là, on a un tableau à 6 traits, les terrains mystérieux de Tundia. En gros, après avoir fait le setup de la table de jeu, on va jeter un dé pour chacun des décors. Si on fait 1, il se passera rien, ça sera ordinaire. Si on fait 2, ça sera des racines battantes de chêne noueux, qui fait qu'à chaque fois qu'on fait un mouvement normal de repli ou de charge à un pouce ou moins de cet élément de terrain, on jettera un dé. Et sur un 1, on prendra D3 blessures mortelles. Ensuite, si on fait 3, alors ça sera la mousse urticante. En gros, si jamais on finit un mouvement normal de repli ou de charge à un pouce ou moins de cet élément de terrain, on va jeter un dé. Et sur un 1, l'unité qui est infestée, alors jusqu'à la fin de la bataille, aura +1 à ses jets de charge et 1 à ses jets de touche pour les attaques avec des armes de mêlée. Mais alors, elle aura -1 pour lancer des sorts de conjuration, de dissipation. Elle aura aussi -1 à ses jets de sauvegarde et -1 à ses jets de touche pour les attaques à distance. Donc c'est quand même assez rigolo. Ça peut être un peu pété. Hein, Oui, on est d'accord. Des Fire Slayer, ils s'en foutent un peu de touche assis sur leur machine. Oh, je suis désolé. Par contre, je vais t'exploser. Je suis en plus en touche, plus en blesse. C'est un peu. Ouais, mais encore une fois, à partir du moment où tu sais, au moment où tu te déployais, où tu vas te déployer, ça peut être intéressant de te mettre à côté et de tenter, tu sais, le 1 en disant, ok, maintenant mon je garde toujours un gars à côté. Je suis une des stars, mon pote. Ok, où il y a la mousse qui me... J'ai la ch'touille, je vais te la refiler. Viens faire un bisou. Ensuite, on va avoir le 4 qui est sphère épineuse renifleuse. À votre phase de tir, vous pouvez jeter un dé pour chaque élément de terrain et cette règle sur 6. Vous pouvez choisir une unité ennemie à 2d6 pouces de cet élément de terrain et elle va subir des 3 blessures mortelles. Ensuite, si on fait 5, alors ce sera le gisement de pierre du royaume de Gur. Tant que les unités sont entièrement à 6 pouces du moins d'une ou plusieurs éléments de terrain ayant cette règle, les unités sont remplies de fureur bestiale. Elles vont ajouter 1 à leur jet de charge, 1 à leur jet de touche pour les attaques de mêlée. Mais alors, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec la ch'touille, elles auront -1 à leur sauvegarde et -1 pour toucher avec des armes à projectiles. Sauf que là, il n'y a pas de 1 à faire. Non, c'est automatique. Ça, du coup, ça représente le côté Gur. En fait, ils expliquent dans le fleuve que en fait, les guerriers, ils sont très portés sur l'attaque et en fait, ils se défendent plus du tout. Donc, ils disent, en fait, ils font que taper, mais ils partent aucune attaque.
Bon voilà, ça représente un peu ce côté-là. Et enfin, le source d'énergie primordiale, si on fait 6 sur un décor, tant qu'elles sont 3 pouces d'une ou plusieurs éléments de terrain avec cette règle, les sorciers connaissent le sort forme sauvage et peuvent tenter de le lancer en plus des autres sorts qu'elles peuvent tenter de lancer. Donc elles passent d'un niveau quand même pour se transformer en monstre. Ouais, c'est assez cool pour le coup. Ça permet... En plus, c'est un sort qu'on utilise déjà beaucoup dans le jeu, en Gur, parce que ça permet de compter pour 5, de faire des fureurs monstrueuses, etc. Donc bah, pour le coup, on va en plus pouvoir lancer notre sort. Ça, pour le coup, c'est très sympa. Et en plus de ça, si on a justement des sorciers, monstres, guerriers, maintenant c'est encore mieux, puisqu'en fait ils vont ajouter 2 à leur jet de charge et de course pour les unités qui seront choisies par ce Ouais, sort. ça c'est pareil, c'est un peu trop fort. Ça, on arrive en FEP, choses comme ça, on a les dragons zombies, choses comme ça qui peuvent TP. Du coup, plus de la charge. Ouais, bon, ça donne un côté terrain vivant et tout. Bon, les règles de terrain, de toute façon, c'est toujours un peu déséquilibré. C'est un peu un des problèmes de Game Workshop. C'est que bah, c'est très sympa, c'est très fluff et tout, mais bon, en fait, le tirage du côté, des fois, peut déterminer des games à cause de ça. C'est un peu dommage. Ensuite, maintenant, on va se focaliser sur la partie vraiment narrative, justement, de cet ouvrage-là, en commençant par l'enclume de l'apothéose du royaume de Gur, c'est-à-dire tout simplement la création de son petit héros sur le champ de bataille. Comment ça se passe? Alors, c'est très cool. On va retrouver une mécanique que les joueurs de jeux de rôle connaissent bien, c'est-à-dire qu'en fait on va définir la race de son personnage. Donc là on peut choisir dans toutes les races qui composent un peu le monde de Age of Sigmar, un squelette, un gore, un nain, un elfe, etc. Donc c'est vraiment la communauté de l'anneau le truc. Et après du coup on va passer dans tout ce qui est équipement et environnement du personnage et sa personnalité, c'est-à-dire qu'on va voir quel type d'arme on lui prend, quel type de monture. Donc là c'est trop cool parce qu'on est vraiment dans le flotte de Tondia, c'est-à-dire on a soit une petite bête qui nous accompagne, soit une moyenne bête, soit une très grosse bête, c'est vraiment écrit un peu comme ça, avec différents traits, capacités, profils et tout. Et on a aussi des traits de monture du coup associés, enfin, ou en tout cas traits de bête. Pareil pour notre personnage, on a des traits, soit c'est un commandant, il y a les grands archétypes, c'est commandant, sorcier, acolyte, etc. Donc c'est assez cool. Et après on a des traits en plus qui vont se donner. Tout ça est défini par ce qu'ils appellent des points de destin, qui vont en fait on va en utiliser. Donc là, il faut se mettre d'accord avec ses petits copains. Yes. Soit champion 20 points, soit conquérant 40 points, voilà, pour justement définir la taille du personnage. Et on dépense ces points-là au début pour créer son personnage. On peut, pourquoi pas, donner un peu des règles maison. On va se dire qu'on va gagner, je sais pas, 5 points à la fin d'une partie et du coup pouvoir se rebuffer, restuffer, rajouter un flingue sur mon nain, enfin ce genre de choses. Et ça, c'est cool. Voilà. Et moi, je trouve ça très sympa. Associé à ça, il y a toute une campagne, du coup, qui va avec, qui en gros suit l'épopée de Tondia, dont je vous ai parlé au début dans le fleuve, c'est-à-dire avec Indrasta, les Cruel Boys, les Bêtes du Chaos, les Sigmarites et tout. Donc là, quand tu parles de campagne, on parle vraiment de scénarios qui sont plus ou moins rigides avec avancés. les armées qui doivent en faire partie. Exactement, où vous avez du coup l'avancée dans Tondia, l'approche de Krondeshin, la découverte au départ des Cruel Boys qui trouvent les Bêtes du Chaos, puis l'affrontement final, etc. avec des types de déploiement très spécifiques, avec certaines unités que vous devez des fois inclure. Donc c'est cool, on trouve Indrasta qui est des fois un peu le héros parfait du scénario, ou parfois c'est le big boss des Cruel Boys. Donc il y a des héros un peu typiques avec des scénarios qui sont évidemment complètement déséquilibrés, mais qui sont très spécifiques à Tondia, donc c'est assez cool. Voilà, il y a un vrai fleuve derrière, c'est assez sympa de pouvoir faire ces trucs-là. Du jeu de campagne, voilà, en plusieurs soirées, on se fait un scénario par soir, ça peut être sympa. Et puis il n'y a pas vraiment de points, on peut jouer à 1000, on peut jouer à 2000, on fait ce qu'on veut. Ça c'est sympa. Et après, sur la fin, on retrouve un jeu qui est un peu du jeu libre, donc on a des scénarios qui se veulent plus équilibrés et qui ont pareil ont des thématiques particulières, donc c'est un peu frais. Pour le coup, je ne les ai pas encore essayés, voir s'il y en a certains qui pourront être pourquoi pas inclus dans des packs un peu compétitifs de tournoi pour rajouter un peu de fraîcheur. Ils sont embêtés parce qu'ils ont rajouté aussi des tactiques, des grandes stratégies propres à l'environnement de Tondia. Donc il y en a qui sont assez similaires, il y en a qui prennent en compte des incarnations avec le mot-clé incarnation globale. Ça c'est assez sympa parce que du coup ça peut se dire que quand on va rajouter des incarnations, pourquoi pas en rajoutant ces tactiques-là, ça peut se faire. Il y en a qui sont propres aussi à l'incarnation de Krondeshin, donc où il faut faire des trucs avec son incarnation Krondeshin ou tuer l'incarnation de Krondeshin. Et du coup, dans ce qui est proposé dans la partie narrative également, on a des scénarios et des bataillons spécifiques à Tondia qui se veulent pas forcément équilibrés, mais qui se veulent pour vous accompagner dans votre campagne et votre création de personnage, avec à la fin des récompenses de vétérans de Tondia, etc. Donc c'est vraiment très propre au jeu narratif et à la campagne. Voilà, ça c'est vraiment une partie du livre. Yes, au niveau justement des scénarios, il y en a qui induisent de jouer certaines armées pour suivre l'histoire. Ça c'est plutôt cool, hein, vraiment. C'est très sympa. Alors, faut les jouer. Il faut avoir soit les armées de Stormcast, de City of Sigmar, de Cruel Boys, d'Oruk, de Bêtes du Chaos. C'est à peu près tout. Voilà. Donc si vous avez, si votre pote joue City of Sigmar et vous Cruel Boys, alors c'est magnifique, vous avez tous les scénarios, tous
tous les trucs, c'est trop bien. Sinon, ça vous pouvez adapter, etc. Et puis, pourquoi pas inclure en allié Indrasta pour suivre la campagne, ça peut être aussi sympa, en espèce un peu de héros qui arrivent pour conduire vos armées, ça peut être cool. Maintenant, pour passer justement sur la partie jeu égal, alors bon, déjà, encore une fois, ça remplace le manuel général, donc on retrouve pas mal de similitudes. La limite en points, les limites justement sur les leaders, les lignes, les behemoths, l'artillerie et ainsi de suite. Au niveau ensuite des bataillons, on a les mêmes qu'avant, donc c'est ceux de Gur. Là où par contre il y a des petits justement changements, c'est au niveau des grandes stratégies et des objectifs secondaires. Et c'est là où je trouve que c'est assez frais, puisque déjà au niveau des grandes stratégies, le premier ça va être Seigneur des Incarnations. Quand la bataille prend fin, vous appliquez cette grande stratégie s'il y a une ou plusieurs incarnations de votre armée de départ sur le champ de bataille qui ne sont pas revenues à leur forme sauvage. Et incarnation comme mot-clé avec un S, ça laisse présumer qu'ils vont en faire d'autres. Ça c'est très cool, parce que pour le coup c'est un nouveau type d'unité qui du coup devra se répandre sur Age of Sigmar. Du coup c'est forcément du frais, du plus, du contenu vraiment spécifique, ça c'est trop bien. En termes justement aussi de fantasy, puisqu'on est dans un univers de fantasy, se dire qu'attends, demain je vais avoir mon armée, des monstres, des behemoths, tout ça, ainsi de suite, des sorts persistants, et en plus maintenant, justement des incantations, c'est juste des incarnations, c'est trop cool. Surtout pour les sorts persistants, il y avait un côté un peu restrictif, ça avait forcément jouer de la magie pour en avoir. Là, ce qui est trop bien, c'est qu'on a un espèce de sort persistant / monstre relié à un héros, donc il y a un côté fleuve, sauvagerie et tout, qui là, pour le coup, il y a la sauvagerie, mais pour le coup, après, on peut penser à des incarnations de l'ombre, du métal, du truc, c'est infini. Et du coup, ça fait du contenu pour tout le monde. C'est ça qui est sympa. Ce qui serait bien, c'est par contre, tout ne sort pas dans des boîtes aussi chères. Voilà. Ou alors peut-être après des kits d'incarnation. Pourquoi pas des boîtes où il y ait 3-4 incarnations. Ça pourrait être une bonne idée. Yes. Après, on retrouve quand même des choses qui sont complètement jouables. C'est-à-dire que pour ne pas frustrer l'adversaire qui, lui, ne jouerait pas, par exemple, justement d'incarnation, les autres grandes stratégies sont complètement cohérentes. On va avoir le maître des mystères. C'est tout simplement le fait de contrôler plus de terrain que son adversaire. On a l'habitude de le voir. Présence monstrueuse, le fait de tout simplement avoir plus de monstres que son adversaire sur le champ de bataille à la fin de la partie. On a l'habitude de le voir. Ensuite, on va avoir pilier de magie et de croyance, c'est tout simplement le fait d'avoir au moins un sorcier ou un prêtre à la fin de la partie sur le champ de bataille. Ensuite, on va avoir coupé la tête, tout simplement le fait de ne plus avoir de héros adverses sur le champ de bataille pour marquer 2-3 points de victoire. Tenir la ligne, le fameux hold the line qu'on connaît, le fait d'avoir une ligne justement en vie à la fin de la partie. Et enfin, vendetta, le fait tout simplement de tuer le seigneur de guerre adverse. Donc globalement, je trouve que c'est bien parce que ça va permettre en fait à celui qui veut le jouer de proposer ça à son ami et l'autre va quand même pouvoir le jouer normalement. Absolument. On peut se dire tout simplement, moi je veux la jouer, du coup je me permets de prendre la grande stratégie potentiellement, machin. Ça peut aussi ouvrir des voies au compétitif. On a vu quand vous avez discuté avec Samantha qu'il y avait ce côté de devoir imposer des grandes stratégies qui sont limitées dans les efforts en équipe. Peut-être quelqu'un qui va dire moi je prends l'incarnation, ça me permet de prendre ces grandes stratégies là, du coup ça soulage mes coéquipiers qui peuvent prendre quelque chose, et quand il y aura plusieurs incarnations, pourquoi pas en jouer 2, avoir une armée à thème, qui peut. Ça peut être c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu fais vraiment le pont entre finalement ces suppléments qu'on voit un petit peu de loin en se disant c'est bon, c'est encore un supplément pour du fluff, ou finalement ils vont nous mettre un truc qui peut nous séduire et ainsi de suite. Mais non, il y a une vraie part justement de réflexion, même en jeu en équipe. Celle-là est très offensive, mais il y en aura peut-être qui sont très défensives, et du coup les tuer c'est quand même assez compliqué, donc pourquoi pas, franchement ça peut être cool. Ensuite, par rapport aux tactiques de bataille, c'est-à-dire aux objectifs secondaires, pareil, nouveau mécanisme, c'est assez intéressant. Le premier, ça va être en décimé. En gros, quand on va choisir cette tactique, donc au début de son tour, on va choisir une unité de type ligne adverse. Si elle est tuée normale, tout simplement, on va marquer ces 2 points d'objectifs secondaires. Par contre, s'il est tué avec une incarnation Cran des Chines, c'est pas comme quand on le fait justement avec un monstre sur Royaume de Gur, on n'a pas un point bonus. Là, la tactique est considérée comme étant réussie 2 fois, c'est-à-dire que c'est pas 2 mais 4 points. Ouais, pour le coup, c'est un peu fort, un peu rewardant, parce que elle n'a pas non plus un profil incroyable, mais bon, ça rapporte quand même beaucoup de points. Il y a des scénarios où 4 points de victoire, c'est énorme, parce qu'on finit à des scores qui sont aux alentours de 20-25, donc ça fait quasiment entre 20 et 25% de votre résultat final. C'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Néanmoins, ça peut être assez. Il y a quand même un côté méritocratie qui peut être bon, parce que c'est pas un profil non plus incroyable. Mais voilà, ça offre toujours de nouvelles possibilités. Et encore une fois, quand vous allez le jouer, vous avez accès du coup à ce tableau de tactics là. À voir s'il sera ouvert aussi à l'ensemble des armées de manière générale, c'est-à-dire on a toutes les tactiques en plus. Finalement, quand on joue Bête du Chaos, on a les tactiques de White Dwarf. Quand on joue ça, on a les tactiques. Ça, c'est un tableau générique. Donc, est-ce qu'il se rajoute à celui qu'on connaît déjà ? Ça, c'est une question. Est-ce que les organisateurs de tournois mettront les tactiques de Tundia ? Il n'y a pas forcément beaucoup de raisons de refuser, par contre. Voilà. Ensuite, on va avoir Conquête de Tundia. Au moment où on va choisir cette tactique, on va choisir un élément de terrain qui serait contrôlé, en tout cas, par un ennemi. Et si on le contrôle à la fin, justement, de son tour, alors on réussit cette tactique. Ensuite, on va avoir Briser le lien. On va réussir cette tactique si on tue un héros qui était justement connecté. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool parce que du coup, c'est des tactiques.
officiellement, si votre adversaire joue du coup ça, vous avez forcément accès à ces tactiques-là, ça c'est quand même ce qu'il faut reconnaître, et du coup ça vous offre des clés en plus. Donc là, s'il a fait le choix d'avoir un petit héros pour la déchaîner facilement, du coup ça fait une tactique un peu automatique. Et si on réussit à le tuer lui avec son incarnation à soi, alors par contre c'est 4 points. Ça c'est assez cool. Il y a un combat d'incarnation, franchement pourquoi pas, ça ouvre une nouvelle partie du jeu, je la trouve vraiment cool. Après 4 points, est-ce que c'est pas beaucoup? Finalement, peut-être que c'est Il est dur à faire aussi. C'est quand même dur à faire. C'est-à-dire que l'autre, il voit l'incarnation, elle a un socle comme ça. Enfin, voilà. Et bon, ça dépend. Elles n'auront peut-être pas tous le mouvement, tous la projection. Donc, à voir en fonction des autres incarnations. Voilà. Ensuite, on va avoir Avance Prédatrice. Pour le coup, c'est un petit peu similaire à celui qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on va choisir 3 unités et elles vont devoir courir et finir justement leur mouvement à 3 pouces les unes des autres. Et là, ce qui est rigolo pour le coup, c'est que si on choisit une incarnation, le mec qui le contrôle, parmi ces 3 unités, alors on marquera 4 points. En gros, bon, c'est un peu trop fort et un peu trop facile à faire pour le coup, avec beaucoup trop de points à la clé. Ça aurait été sympa juste de donner peut-être un point bonus comme avec 3 monstres, c'est-à-dire avec un environnement spécifique. Là, donner 4 points pour juste faire ça, c'est beaucoup trop facile. Maintenant, c'est limité au fait de jouer sur Tundia, sur ces scénarios-là, avec ce bouquin-là en complet. Donc ça sort complètement de l'aspect compétitif. Donc finalement, bon, ok, voilà. Dans l'environnement, tout le monde aura des incarnations, des choses comme ça ira. Voilà. Yes. Ensuite, on va avoir Abolissez-la, puisque en gros, on va révéler cette tactique, on va choisir une incarnation ennemie, et il faudra justement que l'incarnation ait été abolie pendant ce tour. Et si cette incarnation a été abolie, c'est-à-dire que si les points de vie qui vous forcent à faire le test de déroute, justement, la font des pop, par une incarnation, alors vous marquerez pas 2 mais 4 points. Ouais, ça va, parce que pour le coup, elle a un profil qui est ok, donc c'est plutôt... ça va. Yes. Et ensuite, on va avoir Fer de lance d'ambre. Vous appliquez cette tactique s'il y a 2 unités ou plus de votre armée de départ entièrement dans la zone de territoire adverse. Si une de ces 2 unités sont cette incarnation-là, par contre ça ne marche qu'avec celle-là, alors pour le coup, vous marquerez 4 points au lieu de 2. Ouais, je comprends pas le côté des 4 points plutôt que 3. C'est un peu peut-être un essai de Game Workshop d'essayer un truc de double tactique, c'est double point, mais ça fait beaucoup, voilà. Yes. Après, comme tu l'as dit, là, en fait, si jamais ça avait été un tableau générique dans lequel on aurait pu les chercher, limite, moi, j'aurais trouvé ça bien, parce que ça voudrait dire qu'à partir du moment où tu inclus ce petit bonhomme dans ta liste, tu peux débloquer des secondaires. Ça aurait été bien. Exactement. Voilà. Là, on le rappelle, ces grandes stratégies et ces secondaires ne sont utilisables que quand on joue en jeu égal dans le royaume de Tundia, c'est-à-dire parmi 5 scénarios. Donc de toute façon, ça n'est pas du jeu qu'on va pouvoir faire avec quelqu'un qui ne dispose pas de ça ou justement qui a tout simplement son manuel général. C'est là où je trouve que finalement ça manque peut-être un petit peu d'adhérence. Ouais, j'espère que ce qui peut être sympa, c'est qu'on a vu qu'ils l'ont déjà fait, c'est d'inclure ces choses-là quand ils vont faire des recaps avec des manuels généraux globaux. C'est ce qu'on attend de ce type de bouquin-là, c'est de reprendre tous les éléments qui sont ok et de les garder. Donc on peut se dire que par exemple toutes les tactiques qui sont arrivées dans des White Dwarfs pour des armées spécifiques, elles seront toutes dans le manuel général sous des classes d'armées et qu'il y aura un tableau aussi en disant à partir du moment où vous incluez une incarnation et ils garderont, j'espère, les meilleures ou en tout cas celles qui sont équilibrées pour finalement créer encore plus tout simplement de possibilités dans le jeu et d'ouverture pour les gens. Donc on espère que c'est peut-être une phase de test pour eux, ils auront peut-être des retours des bêta-testeurs ou des joueurs en disant ça c'est complètement n'importe quoi. Pareil pour les scénarios, ils font un essai dans ce bouquin-là qui est assez sympa, c'est des scénarios qui débloquent des tactics. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce scénario-là, vous avez accès à 2 tactiques de bataille en plus, je vous laisserai découvrir. Ça c'est très sympa comme mécanisme. On retrouve un peu ce côté-là, côté Warhammer 40 000 avec des objectifs spécifiques au scénario. Là, ça permettrait aussi d'ouvrir le jeu en disant tiens, sur ce scénario-là, on a la tactique, c'est repousser. Donc en gros, il faut repousser des vagues d'ennemis de chez soi ou justement aller chez l'ennemi. C'est bien, ça ouvre d'ouverture de jeu. Si c'est des tests pour ensuite les inclure, ça sera vraiment top, même pour le jeu de manière générale, globale de AOS. Pour maintenant passer justement à la conclusion, si finalement on se focalise pas sur la partie euro, c'est quand même génial. Moi, je trouve ça très, très cool, parce que pour le coup, l'incarnation, c'est cette figurine-là, mais on peut dire que juste avec le bouquin ou en regardant bien la vidéo, vous pouvez faire des parties sur Tondia qui peuvent être vraiment cool, fraîches, sortir un peu de votre quotidien, avec vouloir découvrir un peu la campagne de Gur, etc. Moi, je trouve que ça donne vraiment un peu du frais. C'est cool d'avoir aussi du fun dans notre jeu, de pas seulement se centrer sur la méta, le compète, les tournois, mais aussi de pouvoir s'aventurer dans les royaumes et affronter des monstres un peu partout. Voilà, ça offre, et on retrouve le côté de l'enclume que moi j'adore, qui est très jeu de rôle, etc. Donc le fait de fabriquer son héros. Ouais, et ça c'est vraiment cool. Donc globalement content qu'il y ait aussi un nouveau type d'unité. Donc moi je trouve ça assez positif. La boîte est très chère, mais pourquoi pas avoir des... Ça c'est peut-être aussi une entrée pour ouvrir sur le côté. Peut-être des boîtes avec plusieurs incarnations après, j'espère. Ça sera vraiment sympa. Yes, encore une fois, je te rejoins parfaitement. Ce livre-là, il est ce qu'il est.
Il a le mérite d'avoir le War Scroll dedans, donc clairement si vous n'êtes pas un joueur narratif ou alors que vous voulez rester dans le manuel du général, eh ben ça ne sert à rien si ce n'est pour avoir le War Scroll qui sera certainement disponible sur l'application ou même dans cette vidéo là. Moi je vais même faire la passerelle finalement avec la partie matchplay, puisque en tant que joueur Fire Slayer, eh ben ça me donne envie de la tester. Je trouve ça super classe de me dire que mon phaser non seulement il va avoir une unité de bodyguard et en plus de ça il a eu un rêve, il s'est connecté avec Gur. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça trop cool en fait. C'est trop bien. Et je trouve que justement même en matchplay ça fait sens. Certes c'est 400 points, c'est un budget en points à prévoir par rapport à ça. Et je trouve ça génial. Après, les gars, c'est le socle de Nagash. Donc, en fait, rien ne vous empêche de faire des conversions, de prendre justement d'autres éléments de décor, des squelettes ou quoi, et de vous faire votre propre skin Gur. Et donc là, en fait, on va même pas parler des 175 € pour justement cette boîte. C'est une incarnation de Gur. On peut recycler des monstres qu'on a, qui ne nous servent pas parce qu'on n'a plus d'armée. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est pas du tout forcément dans l'état du fleuve. C'est simplement l'incarnation de Gur qui s'est réveillée sur la montagne de Krondeshin. Donc en soi, ça peut être tout et n'importe quoi en termes de Ça peut être un Furby, mon pote. Ouais, exactement. Prenez une Furby. Voilà. Tu vas lancer une mode, ça va être très dérangeant. En fait, dans tous les tournois, t'entends dans le moi dormi encore. ça t'a réveillé ou pas? Là, c'est vrai. Et pour le coup, un Furby, ça coûte moins cher que la boîte. Donc procurez-vous des Furby. Non, mais en plus, c'est la même taille de socle. Je pense que c'était pensé à la base. Non, plus sérieusement, en tout cas, je trouve que c'est vraiment positif. Faut savoir en fait aussi que le mode de jeu à la française, c'est vraiment le match play, ce qui est, je vais pas dire dommage, mais pour le coup, notamment les Américains consomment le jeu de façon bien différente. Eux, pour le coup, sont des joueurs de campagne, sont des joueurs en fait, ils sont là pour que ça soit un jeu de société. Historiquement, c'est un jeu de société en fait, les jeux de Game Workshop là-bas. Et donc en fait, ça les dérange pas de passer une soirée pour vivre une aventure et juste de poser ses figurines, bonne verre et en fait justement roll dice en fait, justement juste jeter ses dés et pas forcément se focaliser là-dessus. Donc clairement, ça répond à toutes ces cases-là quand on est dans cette optique-là. Et finalement, comme je disais, je trouve que même en match-play, avoir ça sur la table, je trouve ça assez stylé. En tout cas, même intellectuellement, ça va permettre de faire des choses, de tester des trucs. Et bah, c'est ce qu'on a envie de faire, tout simplement, de prétexter ce genre de supplément pour jouer avec ses potes. Ouais, puis on a envie de revoir notre liste, en voir si on peut pas inclure l'incarnation de Krondeshin. Et puis pour initier des gens, comme tu l'as dit, ça c'est le meilleur point. C'est sympa, on pose une ambiance. Tondia, ça parle à tout le monde, c'est un problème de monstre, ça fait référence à plein de choses de la pop culture aujourd'hui. Franchement, c'est très cool. C'est vrai que ça fait pas culture. On a fait le tour, les amis, de ce supplément Tondia. Encore une fois, si on met de côté le prix en euros, et je sais que c'est difficile à faire, mais que ça soit pour le livre ou alors tout simplement juste le fait d'intégrer ça, et ben c'est quand même cool. Encore, c'est frais au niveau d'OS. On peine à avoir justement des Battle Tom, mais on a justement une forme de méta qui est en train de s'installer, qui est très sain, avec un vrai équilibre de cette V3, ou en tout cas des livres V3 qui sortent, et c'est cool. Ouais, on espère que ça va rester comme ça, et bah ce type de supplément qui peut peut-être après rentrer dans vraiment le match play, etc. avec les incarnations, bah, ça fait que du plus pour le jeu. Donc voilà, que ce soit des Furby ou des incarnations. En tout cas, un gros merci à toi, mon gros Titi, justement d'être venu pour faire la review et aussi débroussailler ce que représente Tondia au sein du royaume de Gur. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le Furby aussi. Caresser votre Furby. Si vous voulez continuer de supporter Fred Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers. Et moi, dormir encore.